Bonsoir, bienvenue dans Politique en partenariat avec Slate. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Alors, il peuple la vie politique depuis des décennies. Il ne fait pas de politique politicienne, mais il est celui qui écoute, qui prend le pouls et regarde la marche du monde, son évolution, ses dangers et son potentiel. Il a été conseiller de François Mitterrand, vous le reconnaissez bien sûr, c'est Jacques Attali. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Vous venez de publier 100 jours pour que la France réussisse. Tout peut changer en 2017. C'est aux éditions Fayard. Alors depuis des années, Jacques Attali, vous êtes un fournisseur d'idées. Vous aviez créé la commission qui porte votre nom sous Nicolas Sarkozy. Vous avez rendu à François Hollande un rapport sur la francophonie, mais le destin des rapports, vous le connaissez mieux que moi, ils finissent dans les tiroirs. Donc j'imagine que vous en avez assez. Donc eh bien, vous avez publié ce livre programme. Vous avez rassemblé les meilleurs experts, les spécialistes de tous les sujets qui animent notre société. Et alors ce qui frappe au premier abord dans votre livre, c'est qu'aucun homme politique n'a participé au programme. Considérez-vous que la classe politique, dans le fond, elle est devenue inféconde et qu'elle n'est que dans une vision, on va dire, comptable et électoraliste? Même pas comptable. Si c'était comptable, on n'aurait pas les dettes que nous avons aujourd'hui. Non mais comptable parce que parle en chiffres tout le temps. Elle est purement dans la tactique électorale. C'est un parti pris. Je n'ai rien contre la classe politique. Il y a des hommes politiques de qualité. Sans classe politique, il n'y a pas de démocratie. Mais c'est un parti pris que nous avons eu, c'est de réunir en effet ce qui pourrait être les meilleurs dans tous les domaines, affaires étrangères, syndicalisme, entreprise, défense, sécurité, etc. Et de demander aux Français, puisqu'on a demandé aux Français sur Internet de donner leurs idées. On a eu 10 000 Français, un peu plus, qui ont proposé des choses passionnantes, beaucoup de Français de l'étranger d'ailleurs. Ouais. Et nous avons tenu compte de tout ça pour faire ce programme qui est à la fois un programme extrêmement ambitieux, mais en même temps un programme de bon sens et réaliste, réalisable et chiffré. C'est pour montrer, nous avons voulu montrer que la France n'est pas condamnée au déclin, qu'elle n'est pas condamnée au désespoir, qu'elle peut réussir, qu'elle peut redevenir la plus grande puissance d'Europe. Oui, mais est-ce que ça, c'est pas, pardonnez-moi, une obsession française de retrouver notre rang? C'est un peu Louis XIVien, on a le sentiment. Non, parce que sous Louis XIV, on n'était pas du tout la première puissance d'Europe, on était la 4e ou 5e, ouais, malgré les mythes. Non, non, nous avons les moyens d'être enfin la première. Mais pourquoi les Allemands n'ont pas cette obsession, par exemple? Bien sûr qu'ils l'ont, même ça nous a coûté 3 guerres avec eux. Donc ne dites pas qu'ils ne l'ont pas. Ils l'ont, évidemment. Et toute nation, et les Allemands l'ont encore, puisqu'ils sont d'ailleurs la première nation d'Europe, en tout cas sur le terrain économique aujourd'hui. Non, non. Toute nation rêve pour ses citoyens d'être la meilleure possible. Et en Europe, nous avons tous les moyens d'être meilleurs. Je dis ça d'autant plus qu'une grande partie de la classe politique française, comme beaucoup de Français, pensent que c'était mieux avant, qu'on ne sera jamais aussi bien qu'avant, et que donc ce n'est pas la peine de chercher à améliorer la situation. Mais on peut être beaucoup mieux demain qu'hier et qu'aujourd'hui. Et c'est ça que nous avons voulu essayer de montrer. Ça, c'est la grande pédagogie qu'il faut faire aujourd'hui, parce que tout le monde, en effet, regarde dans le rétroviseur, oui, plus ou moins, et que pour se projeter. Mais il y a un mélange, parce qu'on l'appel aux experts, c'est une grande constante en France, depuis Saint-Simon, de penser que les experts sont mieux placés que les politiques. Et c'est tout le problème de la légitimité de la représentation démocratique, en effet. Vous y ajoutez aussi la société civile. Alors comment je sais pas ce que veut dire le mot expert, c'est un mot qui m'a toujours gêné. On parle d'experts, d'autres fois on dit technocrate, si on veut être désagréable. Oui, dans ce groupe, ouais, vous trouvez des chefs d'entreprise, des syndicalistes, des étudiants, des ouvriers, des professeurs, des généraux, des ambassadeurs en effet, mais aussi des hauts fonctionnaires. Mais ceux qui connaissent leur sujet. Voilà, c'est des gens des préfets, des gens qui ont des spécialistes du système judiciaire. Enfin, je préfère dire des gens compétents que des experts. Le mot est trop connoté négativement. Des gens compétents, qui savent de quoi ils parlent. Et c'est vrai que la classe politique, malheureusement, de plus en plus, a abandonné le terrain de l'expertise, de la compétence, pour n'être plus que dans la petite phrase. Tout simplement parce qu'elle a abandonné même l'idée de faire quelque chose. La classe politique n'a plus envie de faire. Elle a envie de durer au pouvoir, ce qui n'est pas du tout la même chose, puisqu'elle pense, sans doute assez à juste titre, que moins on fait, plus on peut durer, parce qu'on mécontente le moins de gens possible. Mais ça a une fin, et en tout cas, c'est désastreux pour le pays. Mais je veux dire, c'est un peu éternel, ce type de
de constat. C'est lié à la démocratie représentative. Non, Les élus cherchent à être réélus. Voilà. Voilà. Donc comment on sort de cette contradiction? D'abord, en France, on en est sorti à chaque fois à des moments particuliers. La France avance non pas par réforme, comme les autres pays le font, les Allemands, les Anglais, les Italiens, mais par révolution. Et nous avons eu 3 révolutions plutôt symboliques, mais fortes en France depuis la guerre. 1945, une accumulation de programmes, d'expertises qui ont conduit à un grand programme. 1958, l'accumulation d'expertise qui a conduit à un grand programme. Et 1981, l'accumulation d'expertise qui a conduit à un programme. 3 fois, on a fait des réformes massives en peu de temps. Et l'histoire de France montre que si on n'accumule pas pendant un certain temps, si on ne mature pas un projet de réforme, or ce que nous avons fait, c'est ça, c'est maturer un projet de réforme très ambitieux, très réaliste et très ambitieux, mais on ne fait rien. Et si on ne fait pas ce débat sur ce programme, celui-là ou un autre d'ambition équivalente d'ici à la fin de l'année 2016, mais on ne fera rien en 2017, on ne fera rien après parce que rien n'aura été préparé, et la France continuera de décliner. Mais là, vous avez le mur médiatique devant vous, si je peux me permettre, hein, parce que les médias aujourd'hui fonctionnent d'une façon qui est radicalement hostile à toute argumentation. Mais les médias n'ont pas l'importance qu'on peut leur accorder, d'abord parce que ce livre qui est sorti une semaine est déjà un très grand succès de librairie, ensuite parce que les réseaux sociaux bruissent de contacts, ensuite nous avons créé une possibilité, et je le dis à tous ceux qui sont là, de s'inscrire et d'appuyer notre mouvement. Il y a un mouvement France 2022, et à l'heure où nous parlons, il y a 2 à 3 personnes par minute qui s'y inscrivent depuis que nous avons lancé ce mouvement. Donc, comme Emmanuel Macron, finalement. Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas... ce qu'il dit. En tout cas, ce sont les faits, et ça crée les conditions d'une pression, d'une demande réelle des citoyens pour un changement. Alors, Jacques Attali, on a beaucoup de choses à dire et surtout voir vos mesures. On va en parler dans un petit moment. Mais on va rester un peu là sur la question générale. Justement, je vous parlais d'Emmanuel Macron qui crée aussi son mouvement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? On l'écoute et je vous repose la question. Ce que je voudrais que ce mouvement réussisse à faire, c'est à faire prendre conscience que en quelque sorte, faire de la politique, ça n'est pas une profession. Ce n'est pas une profession réglementée. Et donc chacune et chacun, par son action dans les associations, en rejoignant ce mouvement, en tant qu'élu local, en tant qu'élu national, peut y contribuer parce qu'il fera quelque chose d'utile pour les autres. Voilà. Donc finalement, vous êtes sur la même longueur d'onde. Emmanuel Macron, c'est votre chouchou d'ailleurs. Est-ce que vous êtes d'accord effectivement que ce n'est pas une... tout de suite à savoir qui est l'homme politique derrière ce programme. Il n'y en a pas. Nous ne travaillons pas pour Emmanuel Macron ou pour le pape. C'était pas ma question. Oui, non, mais c'était votre question subliminale. Et évidemment. Une autre question. Voilà. Donc nous travaillons en fait avec tous les Français possibles pour créer les conditions pour que les Français acceptent un programme. Évidemment, pour répondre à votre question maintenant... Mais je ne l'ai pas posé encore. Si, vous m'avez demandé ce que je pensais de ce qu'il a dit. Je suis d'accord avec cela. Oui, je suis d'accord avec cela. Je pense en effet que la classe politique ne suffit pas et qu'il faut aller au-delà. Et que, en effet, nous l'écrivons d'ailleurs dans le rapport, ou dans la... Ah, c'est pas un rapport. Non, dans le programme, j'ai fait un lapsus, nous l'écrivons dans le programme, il faut que les Français comprennent que la politique ne doit pas être appropriée par une classe qui est d'ailleurs de plus en plus... Vous l'écrivez, vous le dites, vous dites les partis confisquent la politique. Alors, ma question est-ce que la société civile, est-ce qu'on peut inventer quelque chose de nouveau où la société civile pourrait jouer un rôle de relais comme l'a imaginé avec ses défauts la Big Society de David Cameron, par exemple, la société civile prend le relais de l'État sur certains aspects. Nous sommes le seul pays, oui, nous sommes le seul pays, le dernier des pays dans lequel on fait une carrière politique qui commence à 20 ans et on la termine quand on arrive au tombeau. Ce n'est pas les autres pays voient leur classe politique changer beaucoup plus rapidement, des nouveaux gens rentrer, de nouveaux gens partir, aller dans le privé, revenir. C'est ça qu'il faut, vers quoi il faut aller. Mais la France ne le fera pas s'il n'y a pas des réformes institutionnelles le permettant. Et nous proposons les réformes institutionnelles qui le permettent. Mais la France souffre terriblement de cette endogamie de sa classe politique. Et cette endogamie qui est nourrie de plus en plus par le fait qu'il y a un statut des élus, qu'il n'y a pas de limite au nombre de mandats, qu'il y a un certain nombre de privilèges tellement grands qu'ils n'ont pas de raison de travailler sérieusement à des programmes, qui fait que ce pays a une classe politique à la fois de plus en plus professionnelle et de moins en moins compétente. En même temps, moi, ce que je trouve gênant dans cette approche, c'est que, au fond, ça aboutit à délégitimer les partis. Alors, on peut considérer que les partis aujourd'hui sont des astres morts, mais en même temps, ce sont les écoles de la démocratie. Et jusqu'à présent, on n'a rien inventé de mieux que la représentation.
Or, quand on dit les partis confisquent la politique, c'est leur rôle de prendre en charge la politique. Ils sont élus pour ça, ils sont désignés pour cela. Et si on quitte les rives de cette démocratie représentative, vers quoi entre-t-on? Où va-t-on? On comprend que les choses soient en question parce qu'on est dans un bouleversement planétaire, technologique, économique. Enfin, c'est pas à vous que je vais développer cela, évidemment, qui naturellement retentira sur les modes d'organisation de la société comme il retentit déjà sur nos modes de pensée. Néanmoins, on a en main un outil qui est la démocratie représentative. Ce qui vient après, en quoi sera-t-on garanti que ce sera aussi une démocratie et qu'on n'ira pas, au contraire, vers la quête l'éternelle quête du sauveur, qui est aussi un problème français, ou bien des régimes de plus en plus autoritaires, parce qu'on dira, comme ils ne peuvent pas décider, comme ils sont illégitimes à décider, on va le faire en un temps minimum, on va décider, voilà. Vous ne m'avez pas entendu à critiquer les partis, non, à aucun moment même je ne non, fais pas. Donc je pense que les partis sont en effet un instrument utile dans la démocratie représentative, aussi longtemps qu'on n'a pas trouvé mieux, et pour l'instant on n'a pas trouvé mieux, même si en effet les nouvelles technologies permettent d'imaginer autre chose. D'autre chose qui peut d'ailleurs être très néfaste, parce que la démocratie numérique, ça sera encore plus la victoire de l'instant et de l'impossibilité de prendre des mesures favorable long terme, et on sera toujours dans la recherche permanente de la popularité. Donc c'est très dangereux. Donc je ne suis pas contre du tout la démocratie représentative. Mais il faut encore que les partis fassent leur travail. C'est-à-dire qu'ils soient les machines à faire naître des élites, à les renouveler, à créer des programmes, à en débattre. Avez-vous vu le Parti socialiste? Avez-vous vu le parti de droite qui a changé de nom? Les Républicains. Depuis 4 ans que l'un est au pouvoir et que l'autre ne l'est plus, faire des colloques ou des conventions ou des études ou des rapports sur ce qu'il faudrait faire. Non. Donc, ils ont les think tanks pour ça. Il y a l'Institut Montaigne ce n'est pas vrai, ça à droite. Non, l'Institut Montaigne n'est pas un institut rattaché à un parti politique, et Terra Nova non plus. Donc les partis politiques se nourrissent d'idées. D'ailleurs, ces deux instituts sont tout à fait respectables et nous avons travaillé beaucoup avec leurs membres pour faire ce travail. Mais les partis politiques ne sont plus des machines à faire des programmes, c'est des machines à désigner des candidats. Au point même que les partis se résument à des candidats ou à des gens qui rêvent d'être candidats ou qui ont été candidats et rêvent de revenir candidats. C'est tout. Donc c'est insuffisant. Donc ce n'est pas une critique essentielle, je veux dire, ontologique des partis, c'est une critique de ce qu'ils sont en train de devenir, c'est-à-dire des pures machines. Mais ils lisent, par exemple, le rapport de Jean Pisani-Ferry de France Stratégie sur la France dans 10 ans, c'est très intéressant. Oui. Mais dans le fond, les politiques, ils le lisent pas, ou ils le lisent et alors, puis... ça rejoint aussi ce que disait Jean-Marie Colombani à l'instant, c'est que la politique a perdu beaucoup de son pouvoir, en tout cas la politique nationale, parce que l'État a de moins en moins de pouvoir dans le monde à cause de la globalisation de l'Europe, de la décentralisation, des privatisations, de toutes sortes de choses qui fait que le pouvoir s'est un peu défait. Et donc pourquoi attacher de l'importance à un endroit qu'on croit sans pouvoir? Mais il n'est pas du tout sans pouvoir. Il y a encore beaucoup de choses, et on le montre dans ce programme, que l'État peut faire beaucoup de choses, à condition de devenir moderne, efficace, de se réformer, de ne plus être cet obèse inefficace. Or, personne n'accepterait de prendre un coach obèse. Or, on nous demande d'avoir un coach obèse aujourd'hui. Donc c'est ça qu'il faut changer. Avant d'entrer tout à l'heure dans le détail de vos propositions, comment est-ce que vous allez faire? Vous avez publié cela, ça a donc du succès. Quelle est l'étape d'après? Vous allez faire le tour des candidats pour discuter avec eux de ce qu'ils acceptent ou de ce qu'ils prennent ou de ce qu'ils ne prennent pas, ou bien vous allez rester à distance de tout cela en décrétant au fond que cela est un tout, ou comme disait quelqu'un de la Révolution, un bloc, et que... Oui, c'est un bloc. 2 minutes pour répondre. C'est un bloc, mais ce n'est pas le seul bloc possible. On peut imaginer d'autres programmes. Ce que nous allons faire, c'est d'expliquer ce programme aux Français. C'est les Français qui m'intéressent, ce n'est pas les partis politiques. Depuis que ce programme est paru, j'ai été approché par plusieurs des candidats potentiels et je les verrai à leur initiative. Ils vous ont appelé? Oui, je les verrai à leur initiative dans les jours et les semaines qui viennent pour leur dire ce qu'il y a dedans, au moins commenter ce qu'ils auront bien voulu lire. Mais d'une certaine façon, ce n'est pas eux qui m'intéressent le plus. Ce qui m'intéresse, c'est que les Français se saisissent de cela et que vous, journalistes, vous saisissiez de ça et que vous ayez ce programme quand vous interrogez un homme politique et vous lui dites qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous avez un programme équivalent de même ampleur? Ou est-ce que ce programme vous convient? Est-ce que c'est ça que vous pensez qu'il faut faire pour le pays? Donc il faut déplacer... Est-ce que vous êtes sûr de vous dans ce que vous proposez?
Je suis sûr, nous sommes tout à fait sûrs, parce qu'on a beaucoup travaillé, on pense que c'est vraiment un excellent programme. Mais en même temps, premièrement, si pendant l'année qui vient, on nous explique que telle mesure pourrait être changée par une autre qui est meilleure, bien sûr, pourquoi pas, c'est pragmatique. Et deuxièmement, ce qui est très important aujourd'hui, c'est de créer les conditions pour que les politiques eux-mêmes aient un programme, même si c'est un autre que celui-là. Celui-là est, à mon avis, excellent. Vraiment, je le dis d'autant plus que je ne suis qu'un de ses auteurs et pas l'auteur unique. Excellent, qui vraiment ferait de la France un pays où il ferait bon vivre, sans chômage, en grande sécurité, et vraiment leader culturel du monde. Mais en même temps, on ne peut pas le faire à la place des politiques, c'est à eux à s'en emparer. Et pour qu'ils s'en emparent, il faut qu'il y ait une pression sur eux. Et cette pression, elle viendra de vous et des électeurs à qui nous avons parlé. Très court, parce qu'on va entamer la deuxième partie après un flash d'information. C'est quoi le portrait, ou qui pourrait s'incarner dans votre programme? Celui ou celle qui dira qu'il a une ambition de cette ampleur pour le pays. Celui ou celle qui voudra changer les institutions, changer la politique étrangère, changer la sécurité, donner une priorité plus grande à la défense, faire tout ce qui est là, qui est énorme. Il existe ? Elle existe ? Pour l'instant, je veux une primaire des programmes avant la primaire des candidats. Et donc, je m'intéresse à savoir ce qu'ils vont dire ou qui va dire. Les Français ne veulent d'aucun des candidats autour de la table. Alors, on va parler de vos mesures dans un instant. Après un flash d'information, on se retrouve dans quelques minutes.